Les défis de la transition énergétique. Une émission proposée par FedExpert sur Radio Imo. Bonjour à toutes et à tous et merci d'être avec nous pour ce nouveau numéro justement des défis de la transition énergétique. Une émission qui est coproduite avec l'association FedExpert. Au sommaire de notre émission, très particulière, celle-ci, c'est la politique qui entoure la rénovation énergétique et notamment la fiabilité du diagnostic de performance énergétique. Verra-t-on une législation renforcée? Verra-t-on également la création peut-être d'un ordre qui sanctionnera les pratiques de ce métier essentiel dans la rénovation énergétique dans notre pays? C'est ce dont on va discuter tout à l'heure. Manquements et autres affaires courantes, et notamment les affaires sur, par exemple, les faux DPE qui ont été constatées à l'ADEME, les difficultés que l'on a à contrôler la véracité de certains types de DPE. Bref, une instabilité autour du DPE qui pose question et qui est parfois délétère à la fois pour les professionnels mais également pour les prescripteurs. Les différents rapports qui augurent justement précisément une modification de la législation sur l'efficacité du diagnostic, et plus largement, on va parler également de la filière métier des diagnostiqueurs en France. On va essayer de faire un peu plus connaissance avec eux dans la deuxième partie de l'émission. Cette première partie de l'émission, on l'a voulu un peu plus politique. Le vice-président de la Fédération FedExpert est d'ailleurs avec nous à ce sujet, Fares Moueb. Bonjour. Bonjour à tous. Merci. On voulait également un patron de réseau qui commande tous les jours des dizaines, des centaines de DPE dans son métier, un réseau hybride qui est à la fois des agences immobilières qu'on dit vitrées, pignon sur rue, avec des mandataires, un réseau qui performe plutôt bien, c'est le réseau We Invest France, dirigé par Xavier Belvaux. Bonjour Sylvain, bonjour à tous. Merci d'être avec nous. Il nous fallait également des politiques, nous en aurons tout à l'heure à 11h. On a Lionel Causse, le député des Landes, qui sera connecté avec nous. Nous avons des politiques aussi de la profession qui sont avec nous, et bien sûr l'inénarrable, l'incontournable Henri Buzicazo, qui nous a fait l'honneur d'être avec nous sur le sujet, essayiste, fin politique, économique, et surtout président de l'Institut de management des services immobiliers, une école majeure en France pour la formation des jeunes dans l'immobilier. Bonjour Henri Buzicazo. Bonjour Sylvain. Merci d'être avec nous. Un plaisir. Voilà, une patronne de syndicat, ça nous fait du bien, elle est avec nous sur le plateau, elle préside les destinées de l'UNIS France. Bonjour Daniel Dubrac. Bonjour Sylvain. Merci d'être avec nous et d'avoir accepté cette émission. Il est avec nous à distance dans sa Bretagne natale, Loïc Quentin est avec nous. Bonjour Loïc. Bonjour Sylvain. Merci d'avoir pris la peine de vous connecter pour ce sujet essentiel. Voilà, un édito qui nous permettra effectivement, sans éluder aucune question sur ces sujets, ces sujets qui sont, croyez-moi, extrêmement importants pour la profession. Voilà, c'est parti pour le débat. Les défis de la transition énergétique, FedExpert. Alors, justement, j'aimerais qu'on fasse un tour de table avec le pitch de cette introduction. Existe-t-il une politique de la rénovation énergétique dans ce pays? Je vais commencer, une fois n'est pas coutume, avec vous, Henri. Est-ce qu'on a aujourd'hui, avec l'expérience que vous avez, des ministères où vous connaissez absolument tout, oui, vous avez une longue expérience, mais disons-le, mais tant mieux pour la profession. Ça, je la revendique, 35 ans. Non, mais à la limite, tant mieux. C'est bon pour la profession. Henri, est-ce qu'on est, encore une fois, dans le flou, ou est-ce qu'il y a vraiment une politique structurante de la rénovation énergétique et de la fiabilité du diagnostic de performance énergétique qui fait couler beaucoup d'encre? Bon, moi, je ne m'associerai pas, malgré les problèmes liés aux aides publiques qui se cherchent. MaPrimeRénov', qui a changé de formule bien des fois, c'est pas fini, malgré les problèmes liés au diagnostic, au DPE, qui a changé aussi, aux diagnostiqueurs. Je ne m'associerai pas à ceux qui disent que dans ce pays, il n'y a pas de politique de transition environnementale. C'est pas ce que je vois. Je vois qu'il y a une volonté forte, qui a fini par s'incarner de manière légale, réglementaire,
parfois maladroitement, parfois avec des erreurs. Tout ça est très récent. Quand on prend un peu de hauteur, si vous prenez, je sais pas, les grands domaines de la politique du logement, vous allez prendre l'urbanisme. L'urbanisme, il existe depuis des siècles. Bon, la transition environnementale, s'il faut la dater au carbone 14, on va remonter aux lois Grenelle 1, Grenelle 2. Oui. On est à la fin des années 2010. Oui, bon, c'est-à-dire hier. Ça fait moins d'une génération. Bon. Eh bien, c'est très peu. D'ailleurs, tout ce qui en découle, l'existence de cette profession de diagnostiqueur, on en parlera. Même chose, c'est une très jeune profession. Ce dispositif d'aide, les aides au logement par exemple, on va remonter au début des années 70 dans notre pays. Les aides à la rénovation, c'est très récent, on se cherche. Les certificats d'économie énergique, MaPrimeRénov', des aides des collectivités. Alors, il faut qu'on gagne en lisibilité, en simplicité, en stabilité, en fiabilité, mais je ne peux pas dire, étant donné la récence de tout ça, qu'on n'ait pas une volonté commune. Elle est commune. Alors bien sûr, politiquement au Parlement, on va voir là aussi des différences entre tel parti extrême qui va vouloir qu'on soit plus intégriste en matière écologique, tel parti qui va être plus modéré. Oui, mais si on prend un peu de champ, il n'y a pas de raison de faire du bashing sur ce sujet en disant on ne sait pas où on va, et que si on compare à d'autres pays, ce qu'on fait jamais assez dans notre matière en politique du logement, eh bien, on n'a pas à rougir. Il y a des dispositifs. Alors, quand on est dans l'affaire, on n'est jamais satisfait. On veut que ceci, on est impatient. Et c'est l'intérêt aussi de ce débat, de cette émission, de montrer du doigt ce qui ne va pas, et de pousser ceux qui sont à la manœuvre, les pouvoirs publics, la profession, les organisations professionnelles de donneurs d'ordre, à améliorer les choses. Mais il ne faut pas se tromper en te dire rien ne va plus, et puis il y a des choses qui ne vont pas. Voilà, c'est pas le même constat. Daniel Dubrac. Bien sûr qu'il y a une politique de rénovation énergétique, et je dirais même au-delà de ça, une politique quand même de conservation du patrimoine et la qualité du logement qui passe aussi évidemment par la rénovation et les économies d'énergie et la transition écologique. Simplement, pour moi, il y a deux problèmes. Le premier problème, c'est que on a voulu faire du DPE individuel l'élément de référence. Et puis, quand on a voulu faire ça, il y a aussi l'opposabilité du DPE individuel. Les logiciels n'étaient pas prêts, peut-être aussi que les professionnels n'étaient pas prêts. Donc, il y a eu quand même, depuis l'heure à laquelle on se parle, il y a quand même eu 4 correctifs du DPE. Donc, il y a ce problème-là. Deuxième problème, c'est la distorsion entre le statut de bailleur privé et le statut d'occupant. C'est-à-dire, l'occupant, lui, finalement, il peut habiter une passoire thermique. Et puis, le bailleur privé, lui, il a des obligations qui font qu'il y a des difficultés dans les travaux, notamment en assemblée générale. Propriétaire-occupant. Propriétaire-occupant. Propriétaire occupant différent du propriétaire bailleur en ce qui concerne l'utilisation du bien en investissement locatif ou en occupation. Il y a eu aussi la difficulté du fait qu'il y a un DPE individuel, donc il a eu ses réformes, puis il y a le DPE bâtiment qui est arrivé, donc c'est parfait, mais on n'a pas discuté de la primauté du DPE collectif face au DPE individuel, même s'il y a une avancée dans la loi PPL-Gacquer, encore faut-il trouver un député qui la mette à l'Assemblée nationale, parce qu'il y a des avancées, et donc on n'a pas sécurisé le bailleur. Donc on ne peut pas dire qu'il n'y a pas eu de politique de rénovation, voire de qualité du logement. Simplement, on a empilé ça à travers des normes, et aussi un calendrier qui, sincèrement, était intenable. On a rajouté en plus au dernier moment les E en 2034. Est-ce qu'on était obligé de les rajouter ? Il fallait faire un point. Et puis il y a aussi la surtransposition européenne. D'ailleurs, en ce moment, l'Europe est en train de dire est-ce qu'il faut un DPE européen, alors que chez nous, il y a X classes pour classer un DPE. Dans d'autres pays européens, c'est différent, y compris par des régions. Donc, est-ce qu'il fallait aussi surtransposer, ne pas faire un point d'avancement et puis faire finalement des ajustements ? En fait, c'est ça la difficulté. Alors, est-ce qu'il y a eu des fraudes ? Peut-être, mais en tout état de cause, je pense qu'elles sont souvent un peu involontaires. C'est très clair. C'est très clair. C'est très intéressant, votre point de vue, par rapport à la distorsion entre les deux DPE, parce qu'on parle beaucoup du DPE individuel, vous avez raison, mais insuffisamment, notamment de la copropriété par exemple, avec le DPE collectif dont vous parliez. Loïc Quentin, existe-t-il, à votre avis,
une vraie politique de la rénovation énergétique dans notre pays? Vraie politique, je n'emploierais pas ce qualificatif. Il y a une politique de rénovation énergétique. C'est vrai que le chemin qui a été engagé et depuis longtemps, je dirais depuis le Grenelle 1, Grenelle 2 de l'environnement, comme l'a souligné Henri, et puis aussi après la promulgation de la loi climat résilience. Je pense qu'aujourd'hui, la rénovation énergétique n'a pas le rythme et la vitesse qu'elle devrait avoir, compte tenu que peut-être nous sommes mal pris. La loi climat résilience n'avait pas fait, d'abord a été promulguée dans une urgence relative, n'a pas fait l'objet d'une étude d'impact, et aujourd'hui nous découvrons, je dirais, l'ensemble du spectre auquel nous sommes confrontés et les difficultés de mettre en œuvre cette politique de rénovation énergétique. Je crois qu'on en est encore aujourd'hui à ne pas savoir comment traiter l'indécence qui affecte le marché locatif, qui entraîne une attrition. Et aujourd'hui, la ligne n'est pas tenable. C'est vrai que dans tous les cas, nous allons être confrontés à de grandes difficultés dont le législateur, je dirais, ne se saisit pas. C'est ça qui est attristant. On voit aussi un rétropédalage politique lorsque on a accordé, au travers de la loi sur les locations saisonnières, une possibilité pour les Airbnb d'accélérer les travaux de rénovation énergétique jusqu'en 2034 pour tous les logements inscrits sur la plateforme, à l'occasion de la commission mixte paritaire conclusive qui s'était réunie. Donc, est-ce qu'il y a une véritable politique de rénovation énergétique? Il y a une intention de bien faire, mais je dirais qu'il manque parfois d'efficacité. Alors, quant au DPE, bien évidemment, il est améliorable. Je crois que cette profession de diagnostiqueur, elle souffre en quelque sorte, comme toujours, de prise d'intérêt par des intervenants qui arrivent sur un marché. Bon, là, on a toujours assisté à ce genre de constat. Et puis aussi, il faut accepter une profession qui est jeune et qui souffre de maladies infantiles comme tant d'autres lorsqu'elles sont mises en œuvre. C'est très clair. Fares Mohem, vous êtes vice-président de l'association FedExpert. D'ailleurs, on a un clin d'œil pour son président, à qui on souhaite un très bon rétablissement, Assad El Ayash Mohem, qui est votre président. Vous avez réussi à monter cette organisation et à fédérer très largement autour de vous. Vous avez une particularité chez FedExpert, c'est que vous avez très vite pris à bas le corps la législation, la volonté féroce même de défendre cette profession. Y existe-t-il, Fares Mohem, une politique de la rénovation dans votre métier notamment? Je vais reprendre un petit peu les termes de mes camarades autour de la table. C'est vrai qu'il existe une politique de rénovation, mais aujourd'hui qui est très jeune. En fait, ce qui s'est passé, c'est comme disaient encore mes camarades, c'est Grenelle 2. Je pense aussi, la difficulté aussi, c'est la transposition européenne. Moi, je pense qu'aujourd'hui, la France a fait pour elle-même sa propre politique et que le côté Union européenne a rattrapé un petit peu les choses en disant oui, ok, vous voulez faire les choses de votre côté, mais il faut harmoniser, il faut que l'Europe s'harmonise. Donc, des pays européens qui avaient du retard, et la France, bon, forcerie, il me semble qu'il a pris pour le deuxième semestre 2026, c'est bien ça? Exactement, voilà. Il y a une transposition européenne. Aux alentours de mai 2026. Et qui va s'appliquer partout dans l'Union européenne. Exactement. Donc maintenant, il faut qu'on travaille sur des indicateurs, etc. Donc déjà, il faut que chez nous, déjà, au sens franco-français, on puisse se mettre d'accord justement sur ces choses-là. Et c'est pour ça il doit y avoir une harmonisation européenne. On doit travailler là-dessus. Mais c'est vrai qu'après, ça peut paraître un peu une cacophonie, mais que des fois on a peut-être tendance à oublier, c'est que malheureusement il y a eu la crise du Covid qui est passée par là parce que qui a décalé des échéances, qui a décalé certaines choses, et après éventuellement le conflit aussi en Ukraine qui a fait que justement malheureusement il y avait urgence, c'est-à-dire qu'il y avait urgence d'un côté au niveau de la santé, après il y avait urgence au côté économique et de la défense. Donc c'est vrai qu'après on s'est un peu moins attardé sur ces choses-là, mais qui ont vite refait surface parce que qui dit conflit en Ukraine dit problème énergétique, et en fait quelque part c'est le côté coût énergie qui a fait se dire mince, finalement il faut qu'on revienne sur ce qu'on avait essayé de mettre en place, la partie économie d'énergie dans le logement, aussi bien pour les consommateurs, aussi pour tout ce qui est véhicules à moteur, etc. Mais aussi justement pour le côté pouvoir d'achat. Parce qu'aujourd'hui, en fait, ce qui se passe, c'est que oui, il y a le petit logement, mais ça se ressent aussi directement dans le portefeuille. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, on essaye justement de mettre en place des choses avec les pouvoirs publics et toutes les personnes autour du cocon, on va dire, immobilier. Mais après, voilà, c'est vrai que c'est un métier qui reste encore assez jeune, c'est aussi une volonté.
qui est aussi assez jeune. Et puis aujourd'hui, on essaye de travailler là-dessus, sauf que maintenant, voilà, il faut que tous les acteurs puissent se mettre en ordre de marche et puis pouvoir justement avancer tous ensemble. C'est ce que disait Henri, effectivement, il a raison, vous avez raison Henri. C'est une génération, même pas une génération, qui mature cette profession. L'opposabilité du DPE, elle est récente, la loi climat résiliente est récente. Voilà, on est en pleine structuration. On pourrait dire aussi que c'est un peu le Far West parfois, mais ça c'est un dialogue de journalistes qui fustige un peu, mais c'est vrai qu'il y a des sujets autour de cette fiabilité. Justement, on le voit, il y a des utilisateurs. Les principaux prescripteurs du DPE individuel sont les agents immobiliers. Et vous êtes très consommateurs de cela. Alors, je vais volontairement provoquer, je vais vous demander de réagir aux propos Xavier Bellevaux qui ont été tenus, mais également du rôle majeur que vous avez de garantir à vos clients la fiabilité de ce qu'ils achètent. Et je vais vous donner 2 cas qui ont été pléthoriques, et on le sait, malheureusement, c'est très délétère. C'est un relèvement des notes énergétiques pour pouvoir vendre des appartements avec une entente, entre guillemets. Et je dis pas que c'est tous les agents immobiliers, certains agents immobiliers qui s'arrangent assez bien avec les diagnostiqueurs, et du coup ça jette un voile négatif sur les pratiques métiers. Bien évidemment, ce que je dis là est très très marginal, mais c'est suffisamment illustrant dans l'opinion pour jeter le discrédit sur une profession. Quel rôle, vous, patron de réseau, vous avez à jouer dans cet équilibre-là ? Alors déjà, pour rebondir sur le premier sujet, je pense qu'en réalité, oui, pour ma part, je pense qu'il y a une politique, mais en fait, c'est qu'un ingrédient d'une recette globale qui est la stratégie. Et aujourd'hui, je pense qu'on manque de stratégie au sein du gouvernement par rapport au logement. Voilà, le logement dans tous les sens larges, c'est-à-dire à la fois l'investissement, etc. Et tout ce qu'on va aborder ce matin, c'est qu'une brique en réalité d'un tout. Et je pense que par moment, nous avons une difficulté à maintenir un cap, car on met des choses en avant que je trouve très saines. Voilà, très, très bonne, mais on lâche très vite. Voilà, alors on le sait, dès qu'un ministre va s'en aller, un autre va prendre son relais, on revoit un peu une nouvelle voilure. Et ça, je trouve ça assez problématique. Ensuite, il y a l'information et la formation. L'information, c'est comment, vis-à-vis du grand public, on arrive à faire comprendre ce qui est mis en place, quand celle-ci, plusieurs fois dans l'année, va changer. Et nous, que ce soit les syndicats ou nous, au réseau immobilier, comment on fait en sorte pour les syndicats de prévenir les réseaux immobiliers qu'on représente comme le mien aujourd'hui, et de faire en sorte qu'on ait les bonnes informations, et après, comment nous, on redescend l'information, la formation auprès de chacune et chacun de nos collaborateurs pour, encore une fois, faire quoi ? Répondre à nos clients. Voilà. Donc je ne pense pas, quand j'entends parler effectivement que dans la profession, il y a des personnes qui ont eu ce type d'agissement. Déjà, je ne peux que aujourd'hui les condamner, voilà, parce que ça fait maintenant un peu plus de 25 ans que je suis dans l'immobilier, et je pense que tous les gens autour de la table... Comment vous faites pour vous assurer avec vos agents immobiliers, les mandataires déjà, il y a 2 sujets. Que les bonnes pratiques soient respectées. Déjà, il y a deux façons de voir les choses. C'est que, premièrement, chacun son métier. Ça, c'est un sujet. Deuxièmement, celui qui veut faire du one-shot dans la vie, il le fera une fois ou 2. Mais après, il est toujours rattrapé par la patrouille. Et dans les faits, c'est une réalité. Troisièmement, il n'y a pas très longtemps, j'ai eu une problématique au sein de mon réseau avec un mandataire immobilier. C'était pas sur ce sujet-là, mais sur un autre. Dans les 24 heures, je lui ai coupé ses accès. J'ai prévenu la chambre de commerce pour que son attestation d'habilitation soit arrêtée. La position, en tous les cas, de la direction de la tête de réseau, dès que sur ce genre de sujet, on ne doit pas faiblir. En réalité, on doit plutôt agir. Voilà. Maintenant, ne peut agir que celui qui est au courant ou informé des choses. Bien sûr. Voilà. Et après, il y a une question d'éthique personnelle. On doit avoir autour de nous des personnes qui nous ressemblent. Si j'ai cette chance de pouvoir appeler chacune et chacun des collaborateurs qui rentrent dans le réseau, de ne pas travailler avec des personnes en reconversion professionnelle, parce qu'on l'oublie souvent, mais l'immobilier, c'est un métier, au même titre que le diagnostic, au même titre que d'autres professions. Donc, je crois qu'en réalité, la vraie problématique qu'on a aujourd'hui, avant toute chose, c'est l'information et la formation et les impacts liés. Regardez aujourd'hui ce qui se passe dans la location, c'est très bien. Nous avons mis en place des choses, des éléments qui sont tangibles. Parallèlement à ça, on a perdu pratiquement 20% du parc locatif. Et on n'a jamais eu autant de pression avec aussi peu de logements, parce qu'on a la construction de maisons individuelles, et notamment le neuf aussi, qui va pas bien. Donc tout ça,
Je reviens à une chose, c'est la stratégie globale. Je pense qu'aujourd'hui, nos pouvoirs publics ne devraient pas décider sur nos syndicats. Et là, je fais des syndicats au complet, que ce soit la FNIM, le CNPI et l'UNIS, bien sûr, dont je fais partie, parce qu'on a besoin de gens puissants, comme vous, pour nous représenter et nous aider au quotidien. C'est pas l'agent immobilier de proximité qui va pouvoir porter cette voix. Mais je pense qu'on a besoin d'aider nos politiques à y voir plus clair. Donc vous plaidez effectivement pour les corps intermédiaires qui représentent la profession. Alors justement, ça nous permet de passer à la deuxième partie de cette émission. Merci d'avoir pris cette parole. On le voit, la fiabilité du DPE pose question. Vous l'avez évoqué, Daniel Dubrac, sur notamment des correctifs sur les moteurs de calcul notamment. On se rappelle tous la première version du DPE qui avait été rattrapée, qui avait été une véritable catastrophe. Après, on a présenté un nouveau DPE. C'est Emmanuel Vargon, vous vous rappelez, qui avait d'ailleurs annoncé publiquement que les 80 000 DPE qui étaient concernés, elle les rembourserait parce qu'ils étaient tout simplement faux. C'est nous qui les avons remboursés, oui. C'est le citoyen français. Oui. C'est ça. Oui, pardon. Merci Sylvain. Heureusement pour Emmanuel Vargon, en fait, je ne connais pas sa fortune, mais 10 millions, ça coûtait. Et Emmanuel Vargon avait été interpellé au mois de mai, c'est-à-dire avant le 1er juin 2021. On lui avait dit que ce n'était pas bon, que les logiciels n'étaient pas bons. Et effectivement, elle a eu le courage de faire un arrêt et de dire on regarde ce qui ne va pas et on rectifie. Alors, absolument. Et d'ailleurs, d'où l'intérêt, effectivement... attention à ce que vous dites. Bien évidemment. D'où l'intérêt d'avoir les corps intermédiaires qui vous défendent et parlent d'une seule voix également. Il y a deux sujets. Il y a le sujet des manquements graves qui ont été constatés. J'aimerais qu'on travaille là-dessus. Henri Buzecaso, vous avez été chargé d'un rapport par la ministre Valérie Létard de réfléchir, puisque vous êtes un enseignant de haut niveau, vous avez créé d'ailleurs des grandes écoles, vous avez dirigé des grandes écoles de commerce. Je crois dans la formation, voilà, on va dire. Vous êtes aux vertus de la formation. Non, mais vous êtes également, ce qu'on sait peu, c'est que vous avez été instituteur dans votre carrière, et vous avez présenté l'agrégation de philosophie également, et donc c'est pas n'importe qui, Henri Buzecaso, il faut être très clair. Ce rapport, vous l'avez rendu ? Non. Alors, où est-ce qu'on en est ? Parce que, et j'aimerais que vous rappeliez pourquoi, et je vais demander à chacun, parce que vous avez dit, je reprends les termes, je synthétise, vous avez dit, la création d'un ordre, pourquoi pas, parce que vous étiez dans la réflexion, mais une chose est sûre, c'est que ça passera par un processus académique d'intégration, de formation, et plutôt d'une formation de haut niveau. En fait, l'ordre, c'est... une structuration d'une profession qui doit déjà avoir une véritable homogénéité. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. Ni homogénéité par la formation, on va pouvoir y revenir, ni homogénéité par l'origine des professionnels, personnels des personnes. On voit une représentation professionnelle honorable mais éclatée, et c'est ce qui me fait craindre, mais je ne vais pas anticiper sur l'autre rapport qui sera rendu par le député. Non, mais vous êtes sympa quand vous dites éclaté, moi je dis chaotique. Allez, chaotique. Non, mais oui, mais bien sûr. C'est dommage, c'est dommage. Je vais jusque-là, je suis d'accord. Voilà, c'est dommage. Voilà. Je souscris à ça, donc c'est ce qui me fait dire, mais il appartiendra au député Daniel Labaronne qui a travaillé pendant des mois là-dessus, de dire s'il estime que la profession est mûre pour cette organisation ordinale ou que c'est trop tôt. Un autre rapport, moins fouillé sur ce sujet, mais très sérieux, de Lionel Causse, concluait à allez, on va dire, au fait qu'il était trop tôt Lionel pour Causse, le faire. pardon, excusez-moi Henri, Lionel Causse qui sera avec nous dans 5 minutes, il va se connecter, Absolument. Il est dans sa circonscription des Landes, et qui nous donne son point de vue. Merci d'avoir fait la profession aussi, et qui a présidé le Conseil national de l'habitat, et qui avait commandé un rapport sur le sujet d'ailleurs. Donc, je pense en effet que c'est trop précoce. Mais la condition, c'est justement l'homogénéité en termes de formation. Est-ce qu'aujourd'hui, diagnostiqueur immobilier est une vraie profession? Je vais être dur, je ne voudrais pas que ceux qui, dans le métier, entendent ça, se disent mais ils nous méprisent, c'est pas ça. Aujourd'hui, on devient diagnostiqueur avec des formations de reconversion. Bon, alors la reconversion, on peut la faire à 25 ans, on avait fait autre chose avant, on peut la faire à 40 ou à 50 ans. Hein. Mais ça veut dire que
à l'origine de son parcours, on n'avait pas choisi ça. Et puis à un moment donné, on se dit, tiens, ça m'intéresse. Et on fait quelques mois de formation, 3 mois de formation pour pouvoir ensuite... il faut 3 mois de formation pour faire un minima. Un minima, okay. Et pouvoir obtenir les autorisations d'exercer et de pratiquer l'ensemble des diagnostics, pas que le DPE. Merci de rappeler, on ne peut pas s'improviser diagnostic. Non, okay. Loin de là. Il y a des conditions de capacité. Mais c'est certain. Heureusement. Il y a un crible qui a été inventé par les pouvoirs publics. Il est ce qu'il est, mais il existe. Bon, est-ce qu'il donne assez de culture, de conscience des enjeux, de conscience du besoin de déontologie. On en parlait, parce qu'on parle des donneurs d'ordre qui peuvent dire, écoutez, moi vous m'arrangez ça, mais il y a aussi la perméabilité. Ce que disait Farès, il faut une responsabilité. Si moi je suis diagnostiqueur, j'ai le droit de dire non. Il faut que je puisse dire non aussi, parce que je suis suffisamment rémunéré. Si on me dicte ma loi et que j'ai besoin de travailler et que finalement je ne suis pas contre moi des prix planchers par exemple parce qu'on a un problème de dumping et que ça fragilise la profession. Donc on voit que tout ça doit passer par la création, la structuration d'une profession. Ça passera, c'était l'intuition de Valérie Létard, d'où le rapport qui m'a été confié, par des cycles longs post-bac d'enseignement supérieur avec des diplômes reconnus par l'État. Ça veut dire quoi ? Je vais être très concret et le rapport précisera les choses. Faut-il un BTS diagnostiqueur immobilier ? Oui, sans doute. Et ça existe déjà. Il y a des titres RNCP. Il y a des titres. Alors moi, j'ai recensé. Vous me dites, Farès, si je me trompe. Il y en a peu. J'ai recensé 6 titres RNCP, un peu plus, sur l'efficacité énergétique. Je me trompe ? En moyenne. Vous avez un bachelor. Vous avez un bachelor, vous avez un institut de formation qui s'appelle Wise Institute qui délivre un bachelor, un bac plus 3, un bac plus 2, bac plus 3 et un bac plus 5 avec un master sur l'efficacité énergétique. Aujourd'hui. Donc le travail a été fait quand même. Pour partie très mineure. Aujourd'hui, moi, qu'est-ce que couvrent les matières ? Je viens de passer mon bac, où je m'apprête à le faire et je veux m'orienter. J'ai un bac plus 2, ou j'ai un bac plus 3. Je cherche des cycles d'enseignement supérieur qui s'appellent diagnostiqueur immobilier. Je ne parle pas de tout ce qui est périphérique. Il y a tout un univers qui existe. Il y a une offre qui est réduite, avec des titres, alors qui pour certains ne sont pas reconnus, pour d'autres le sont, mais c'est vraiment embryonnaire. Et il faut que partout en France, parce que c'est un maillage de formation, il y ait des filières, ça peut être, sans entrer dans la technique, des diplômes reconnus par le ministère du Travail, ça s'appelle inscrit au répertoire national des compétences professionnelles, RNCP, ou ça veut dire des titres reconnus par l'université, c'est-à-dire l'enseignement supérieur, peu importe. Ça, on va dire que c'est de la cuisine. En tout cas, reconnu par l'État. Je n'ai pas de mépris pour les autres diplômes, mais on parle là d'enjeux sanitaires, économiques, sociaux très élevés. Il faut des diplômes reconnus par l'État. Henri Buzicazo, on va accueillir, il est avec nous, il est connecté, si on peut le mettre sur écran, Lionel Causse, qui est en duplex des Landes. Bonjour Lionel Causse. Oui, bonjour. Merci d'avoir rejoint notre émission. Je vous sais très occupé, vous êtes en circonscription dans votre territoire des Landes. Lionel Causse, tout à l'heure, nous avons ouvert cette émission sur existe-t-il une vraie politique de la rénovation énergétique dans notre pays versus fiabilité du DPE et de sa législation avec les aspects de formation, les aspects structurants d'une profession qui se cherche un peu. Quelle est votre position, un peu en préambule, sur ce sujet qui est majeur pour le logement des Français ? Oui, vaste question qui va nécessiter beaucoup de temps si on veut vraiment y répondre. Donc, moi, je suis convaincu que sur tout ce qui concerne l'état, effectivement, de logement, des diagnostics et autres. Donc, moi, je suis convaincu que c'est un métier d'avenir, un métier important, essentiel pour ce qui vient d'être dit aussi, puisqu'il s'agit de quelque chose qui est essentiel pour les Français, c'est-à-dire le logement. Le logement dans lequel nous avons des enjeux de santé publique, des enjeux aussi humains, puisque ça concerne la vie de tout le monde tous les jours. Et nous avons aussi des enjeux environnementaux, puisque le logement, comme nous le savons, a besoin aussi, quelque part, de participer à la transition écologique. Donc, ce métier des diagnostiqueurs et tout ce qui tourne autour est un métier essentiel sur lequel nous devons avoir une politique publique sur une trajectoire qui est claire, une trajectoire de 2050, comme je le dis souvent, la trajectoire que la France a décidé avec l'Europe, d'arriver sur des bâtiments bas carbone en 2050, c'est-à-dire des bâtiments respectueux de tous ces enjeux qui sont essentiels pour les Françaises et les Français.
Alors après, est-ce que la trajectoire aujourd'hui, telle qu'elle a été dessinée sur le plan législatif et réglementaire, est satisfaisante et suffisante? Certainement pas. Est-ce qu'elle doit être revue? Certainement que oui, et ce qui est normal, puisqu'une trajectoire a besoin en permanence d'être revue. En tout cas, vous dire qu'il y a une volonté de mener une politique publique depuis plusieurs années sur ce sujet-là, je peux vous dire que oui. Depuis la loi climat et résilience, depuis, je dirais effectivement, les contraintes et les normes qui ont été mises sur le DPE, les finances qui ont été mises sur MaPrimeRénov', maintenant l'intégration des C2E, on ne peut pas dire qu'en tout cas, il n'y a pas une volonté d'avancer sur ce sujet-là, ce qui ne veut pas dire que ce soit parfait et qu'on ne puisse pas avoir des avis divers et variés. Mais en tout cas, c'est un vrai sujet qui est pris en charge et en compte par le Parlement. Justement, Lionel Causse, à quoi vous attribuez les atermoiements sur, justement, ou les rétropédalages, comme on voudra les appeler, sur à la fois la législation, le calendrier contraint intenable pour la rénovation énergétique, puisque vous dites effectivement qu'il existe une politique de la rénovation énergétique, mais force est de constater que ça n'a pas l'air d'une grande lisibilité ou d'une grande cohérence. Est-ce qu'il y a pas... Parce qu'on a manqué d'une politique globale sur ce sujet-là. On a manqué d'une politique pluriannuelle déjà sur le logement. Et il y a beaucoup de professionnels et d'ailleurs aussi des sénateurs comme Dominique Estrosi Sassone qui a souvent milité pour qu'il y ait une politique pluriannuelle sur le logement. Mais en particulier sur les enjeux de rénovation, on l'a manqué. C'est-à-dire qu'on a fait avec la loi climat et résilience une volonté, on a affiché une ambition en termes justement de rénovation de nos bâtiments et des enjeux, avec des calendriers à respecter et des normes à respecter. Et derrière, il aurait fallu que l'on tienne compte aussi des finances que l'on met en face et de l'organisation financière pour que les propriétaires, les bailleurs puissent atteindre ces objectifs. On a dissocié les deux en faisant donc une loi climat et résilience et en allant à travers le projet de loi de finances régulièrement voir comment on peut accompagner à travers MaPrimeRénov' et les C2E justement les propriétaires pour rénover leurs bâtiments. Or, souvenez-vous, en 2021, lorsqu'on avait voté la loi climat et résilience, le gouvernement avait annoncé une montée en charge jusqu'à 10 milliards d'euros de MaPrimeRénov' pour justement accompagner les propriétaires. Or maintenant, on voit bien que nous ne sommes pas en capacité d'engager sur le plan public des financements aussi importants. Et donc forcément, puisque nous avions deux jambes, la première, c'était un peu la contrainte, la deuxième, c'était l'accompagnement. L'accompagnement ne tenant plus, effectivement, aujourd'hui, la situation est déséquilibrée. Donc, à partir de ce moment-là, et je le regrette avec force, mais je crois qu'à un moment ou un autre, il faut dire les choses telles qu'elles sont. Et effectivement, aujourd'hui, nous sommes en difficulté puisque nous ne sommes pas en capacité non seulement de pouvoir accompagner les propriétaires comme il se devrait, mais en plus, nous n'avons pas organisé le financement de façon suffisante. Donc, nous avons plein d'initiatives, plein de solutions qui sont portées à travers la Banque de la Rénovation, à travers des établissements bancaires, à travers plein de sociétés. Mais le problème, c'est qu'on n'a pas encore massifié ces solutions et ces propositions. Donc oui, il va falloir qu'on se repose la situation, peut-être du calendrier ou en tout cas des objectifs que l'on s'est fixés. Merci Lionel Causse pour ces précieuses informations. Et justement, on parlait des financements. Il est avec nous, je crois qu'il est en duplex, Jason. On a le patron de l'éco-rénovation chez Sofinco qui est avec nous, qui est l'un des plus gros financeurs de la rénovation énergétique. Est-ce que vous êtes avec nous, Laurent Permas ? Absolument. Bonjour Sylvain. Merci. Bonjour à tous. Merci d'être avec nous. Donc, grâce à la transition, et pourtant c'était pas écrit d'avance, la transition de Lionel Causse, le financement, Laurent, vous animez d'ailleurs avec moi tous les samedis midi une chronique pour les Français sur les bons gestes sur la rénovation énergétique, mais vous êtes surtout et avant tout un financeur de la rénovation énergétique. Alors moi j'ai envie de vous poser une question très générale, à la lumière de ce que nous a dit Lionel Causse, que vous avez scrupuleusement entendu, où est-ce qu'on en est exactement du financement et quel rôle finalement vous avez à jouer. Et je voudrais juste ajouter une chose, on voit que MaPrimeRénov' a un volume qui va de toute façon a priori se réduire, on voit bien que l'État n'a plus forcément les moyens de ses ambitions. Quand et comment les financeurs tels que vous, les banques, où on a fait allusion d'ailleurs également à la Banque de la Rénovation énergétique, peuvent prendre le relais par rapport à l'efficacité publique? Oui, alors ça fait beaucoup de questions. Alors je vais peut-être commencer par la première, mais elles sont toutes intéressantes. La première sur aujourd'hui où nous en sommes, notamment sur le financement. En fait, il y a deux publics. Le premier, c'est des publics aidés.
Et ça a été et c'est toujours aujourd'hui par l'appui des financements publics, mais aussi des C2E, MaPrimeRénov, et puis les certificats d'économie d'énergie, qui sont posés avec, en tout cas, des contraintes liées aux revenus des Français pour accompagner la rénovation énergétique des Français qui n'en ont pas les moyens. Et ça, c'est quand même important. Et puis vous avez, et c'est une bonne nouvelle, le plus grand nombre de Français qui ont très peu d'aide, tout simplement parce qu'ils ont des revenus plus élevés ou pas du tout. Et c'est là où est le sujet d'accompagner ce qu'on appelle le reste à charge pour les Français, pour les ménages qui justement sont face à des passoires thermiques, que ça soit pour le froid ou pour le chaud, et aussi des étiquettes qui sont mauvaises. Et donc on a aujourd'hui pour Sofinco Éco-Transition, on va finir l'année avec plus de 700 millions de prêts, hein. Oui, 700 millions ça correspond à un peu plus de 60 000 chantiers. Donc on a accompagné un peu plus de 60 000 Français, ménages, dans la rénovation énergétique en fait de leur appartement ou de leur maison. Donc ça, on n'est pas les seuls, hein. Donc ça veut dire que ce dispositif, il est en marche, mais encore une fois, ça c'est ma deuxième partie, trop complexe, parce que on a aujourd'hui des tiers de confiance, ce sont les professionnels, et ces professionnels, eh bien, sont pas forcément tous pour proposer des solutions de financement du reste à charge à leurs clients. Ça, c'est un vrai sujet. Vous avez à peu près 25% de professionnels en France, hein. Alors on peut prendre ceux qui sont RGE, mais pas que, qui proposent une solution financière à leurs clients, pour les accompagner. Alors ils l'apprennent ou ils l'apprennent pas, hein, bien évidemment. Et je fais le parallèle avec un autre métier qui sont nos concessionnaires automobiles. Il y a 20 ans, très peu proposaient en fait des financements. Aujourd'hui, ils sont quasiment tous à proposer un financement lorsque vous allez chercher un véhicule. Et les banques financent un peu moins de 7% de véhicules, que ça soit neuf et d'occasion, aux particuliers. Donc vous voyez, il y a une révolution qui s'est faite sur le marché de l'automobile, et celle-ci, on l'encourage pour qu'elle se fasse aussi sur le marché de la rénovation énergétique, et notamment des professionnels qui pourront demain peut-être au plus grand nombre proposer des solutions financières au même titre que leur savoir-faire pour accompagner leurs clients dans la rénovation énergétique de leur logement. Donc on n'en est qu'au début en fait. Et je pense que toutes les banques peuvent y aller et doivent y aller parce qu'il y a de la place pour tout le monde. C'est un marché source Fédération française du bâtiment de 20 milliards. Mais est-ce qu'on peut est-ce qu'on va se désensibiliser des aides? Oui, alors c'est à un moment donné. Ouais, c'est tout le sujet, puisqu'en fait, on pense que ce marché va être aidé à 100%, quel que soit le revenu des Français. C'est une erreur. Parce que déjà, l'État... C'est exactement ça. On n'en est pas capable. Oui, apparemment, on est tous d'accord là-dessus. Hein. Oui, voilà. C'est pas certain. Sauf que... Ici, oui. Sauf qu'il y a un discours, en fait, qui n'est pas très clair. Vous voyez ? Parce que accompagner les Français qui n'en ont pas les moyens pour rénover leur maison ou leur logement, il n'y a pas de débat. Mais en fait, le discours est un peu faussé parce que beaucoup de professionnels vont aussi sur ce marché 100% aidés parce qu'il est déjà financé et se mettre même en difficulté parfois, parce que justement ces aides ne sont pas pérennes. Bah oui. Et voilà. Oui. Donc, on l'a vu, poser des problèmes de dépôt de bilan. On l'a vu. Mais d'ailleurs, alors merci, puisque on l'a vu, c'est déjà le cas avec les sursauts de MaPrimeRénov, l'arrêt brutal de la location alors sous différents prétextes, y compris les contrôles, bien évidemment. On l'a vu. Merci Laurent Permas, c'est important que vous nous donniez votre focus financement. Daniel Dubrac, votre avis justement, je vais vous demander de réagir à tout ce qui s'est dit, ce qui a été échangé, et notamment sur le plan de la rénovation, et ensuite on écoutera le président Loïc Quentin.
Sur la fiabilité aussi du DPE ou pas? Oui, sur la fiabilité du DPE, déjà, il faut prendre un diagnostiqueur qui est syndiqué, comme il faut prendre un professionnel de l'immobilier syndiqué, parce qu'il y a un code de déontologie, il y a un conseil de discipline. Oui. Parce que nous, on est là. Il n'y a pas d'obligation pour le diagnostiqueur de se syndiquer. Aucune. Je pense pas. Mais bon, on peut aussi sensibiliser. Nous, qu'est-ce qu'on fait sur ce sujet-là, sur la rénovation? On sensibilise notre public, enfin le client final, à travers ce qu'on appelle les universités de la copropriété. On les forme, les informe. Nos professionnels, on les forme au sujet, parce que ce sujet, effectivement, il existe depuis le Grenelle de l'environnement, et chaque année, depuis 3 ans, on forme sur ce sujet-là. On a même bénéficié de C2E pour former gratuitement des gestionnaires de copropriété. Sur la fraude, oui, elle peut exister, la fraude, mais je voudrais insister. Alors, la fraude, elle peut exister par le diagnostiqueur, par le gestionnaire, par le propriétaire. Donc c'est ça où c'est compliqué. Et donc nous, si des signalements nous sont faits, on fait remonter immédiatement l'information, puisqu'on est là pour partager et pour lutter contre la fraude. Par contre, il faut, si on veut un logement rénové, il faut une meilleure étiquette pour bénéficier d'aides. C'est vrai que sur les aides, c'est pas moral d'en avoir de trop, mais malgré tout, c'est un élément déclenchant. C'est pour ça que le préfinancement de l'aide, quand elle existe, c'est important. Bien sûr. Évidemment, le financement du reste à charge, c'est tout aussi important, parce que c'est aussi ce qui va aider à la décision. Ce que je voudrais dire aussi, c'est que quand il y a un DPE, on s'aperçoit que si la collecte des informations est mauvaise, c'est-à-dire qu'il n'y a pas assez d'informations données au diagnostiqueur qui de bonne foi le demande, il peut y avoir un DPE qui est défavorable. Il peut y avoir un DPE défavorable aussi quand le diagnostiqueur ne peut pas faire de sondage, c'est-à-dire faire des trous dans les murs pour regarder comment ça se passe, parce qu'il lui manque des éléments. Et donc on devrait donner une étiquette supplémentaire à ce DPE pour lui dire sur la fiabilité de la collecte des données, comment ça se passe. Bon, je pense pas qu'on y soit. Par contre, ce que l'on fait, c'est quand il y a un enjeu de changement d'étiquette et qu'on n'est pas sûr du DPE ou qu'on est sujet à des aides, on peut aussi demander, sur la base d'un devis très précis sur les conseils qu'a donné le diagnostiqueur à travers le document, on peut lui demander un DPE projeté. On peut aussi faire, c'est-à-dire on refait simuler le DPE avec les travaux, et on arrive à avoir un DPE final après travaux. Il y a aussi, je termine là-dessus, le DPE réel, c'est-à-dire qu'en fait, il y a par exemple Saint-Gobain avec sa solution Cube qui va mettre des capteurs dans une pièce ou dans un pignon, qui va chauffer, qui va descendre le chauffage du mur et qui va, au bout d'un certain nombre d'heures, de dire voilà le DPE réel. Et donc ça, le problème, c'est le prix. C'est-à-dire qu'on ne peut pas avoir un DPE de cette nature-là avec des capteurs. Ça coûte combien? On peut être sur une copro à travers des pignons, mais pas partout. Ça coûte combien? Ça va coûter 800 €, quand dans certains cas, ça va coûter... Ah oui, mais attendez, c'est la référence pour louer, c'est la référence pour vendre. Non, mais on est loin des DPE à 70 € qui sont pratiqués. Ça se mérite. Enfin, je veux dire, je trouve que c'est normal que le DPE a un prix. Le DPE, c'est une référence. Voilà. Donc, par rapport à tout ça... Donc, vous êtes d'accord pour... Pardon. Je vous perds le stylo. Vous êtes d'accord pour relever les prix, parce que je vous donne un exemple. On a des DPE qui vont de 15 € pour des appels d'offres, vraiment. Je ne sais pas ce qui se passe pour 15 €. À part faire le ménage dans la pièce, c'est encore... Merci. Bon, non, c'est pas possible. Non, mais c'est bien de rendre sur le site avec l'essence dedans. Enfin, un moment... Non, c'est pas sérieux. possible. Et par contre, ce que je voudrais dire, c'est qu'il y a des outils. Merci à Valérie Létard et merci aux députés qui travaillent là-dessus, puisque la lutte, on a vu le QR code, etc. On a vu quand même que ce sont des bons signaux qui sont donnés à la profession et aussi aux professionnels que nous sommes, nous, dans l'immobilier. Et donc là, du coup, on peut aussi se faire aider par des logiciels qui, avec une intelligence artificielle, voit si le DPE est frauduleux ou pas. Ça, c'est important aussi. Et puis, il y a un certain nombre de réglementations. Là, au CNH, la semaine prochaine, non, on y est, mais jeudi prochain, il va y avoir aussi les mandataires, donc ceux qui reçoivent les artisans, qui reçoivent les aides, ils vont signer un document sur l'honneur comme quoi il n'y a pas de fraude. Enfin, je résume un peu. Voilà. Donc, il y a des avancées sur le sujet. Je ne sais pas si je réponds à la question. Non, mais non seulement vous avez répondu à la question, mais je suis très content que vous ayez dit que le travail mérite un niveau de rémunération. Et ce que j'ai entendu, c'est la rémunération juste du DPE. C'est rare d'entendre ça. C'est rare, d'autant plus que Mme Dubrac dit quelque chose d'essentiel, c'est qu'en fait, nous, avec FedExpert, on avait milité pour ce qu'on appelle un indice de complétude. En fait, pour évaluer justement la complétude du DPE, c'est-à-dire qu'en fait, quand une personne aujourd'hui peut rentrer la capacité sur les murs, l'épaisseur du vitrage, etc. Et en fait, plus on rentrait de détails, plus on avait un espèce d'outil qui disait, voilà, en gros, que c'était rempli à 80, 90%, donc ça permettait la fiabilité. Parce qu'aujourd'hui, quelqu'un qui met que des valeurs
par défaut ou inconnu sur une isolation, sur un vitrage ou sur une type de paroi, ça va sortir un DPE, on va dire, beaucoup plus, avec un spectre beaucoup plus large, beaucoup plus estimatif, et qui va induire en erreur éventuellement soit le client ou soit le prestataire. Ouais, je voudrais qu'on écoute Loïc Quentin pour commenter ce qui s'est échangé. Loïc, est-ce que vous êtes toujours avec nous ? Oui, je suis toujours là, oui, effectivement, très intéressant. Alors, rapidement, je dirais qu'il ne faut pas non plus trop se faire un focus sur la fiabilité du DPE. Valérie Létard avait précisé, c'était 70 000 DPE sur 70 000 DPE. 1,71. Un total, combien ? 1,71, chiffre du Conseil d'analyse économique. D'accord. Voilà, et donc, sur un total d'environ 5 500 000 ou 6 millions aujourd'hui. Donc, je dirais que c'est une partie, mais simplement, c'est vrai que l'IA va permettre de scroller l'ensemble des DPE qui peuvent être défectueux. Je crois que cette profession, elle n'est un peu comme la profession immobilière, quoi. On n'est pas obligé d'être syndiqué. Aujourd'hui, il y a des professionnels qui sont pas syndiqués et qui peuvent aussi passer des accords de complaisance avec certains diagnostiqueurs peu scrupuleux. Je pense que dans tous les cas, ce qui est important, là, c'est vrai que la profession de diagnostiqueur, comme la profession immobilière d'ailleurs, a besoin de mettre un peu d'ordre dans son désordre, sans pour autant recourir à un ordre. Je crois qu'il y a des piliers importants. J'ai entendu dire que 3 mois de formation, notamment pour un diagnostiqueur, moi je ne peux qu'être envieux d'un dispositif que nous avons la peine à mettre en œuvre, je dirais aujourd'hui, dans les professions immobilières, et qui mériterait beaucoup plus pour être notamment plus représentatif des intérêts des Français dans leur parcours résidentiel. Sur le financement, on a parlé. Le financement, mais bien évidemment, c'est toute la difficulté de mise en œuvre, notamment, et surtout dans les copropriétés, avec des Français qui n'ont pas du tout les mêmes niveaux de vie. Sur ce financement, je pense que les syndicats ont fait le maximum. Je rappelle qu'en son temps, moi j'avais saisi le gouverneur de la Banque de France, notamment sur la révision du taux d'usure, et nous avions eu gain de cause. Lorsque le taux d'usure des prêts à la rénovation se fondait sur le taux d'usure des prêts immobiliers, il y a une modification. Aujourd'hui, le taux de référence et le taux d'usure des prêts liés à la rénovation énergétique s'alignent sur les taux des prêts à la consommation, ce qui n'est pas du tout la même chose pour le banquier. Mais quand même, le problème, notamment d'embarquer une majorité et tous les copropriétaires dans la décision d'exécuter des travaux, et surtout aussi du reste à charge qui est très sensible chez des professions les plus faibles. Mais je ferai une observation aussi sur cette rénovation. Quand je disais que je critique l'État en disant il faut avoir les moyens de ses ambitions. Oui, alors on peut porter des ambitions pour les autres, mais aussi il faudra regarder quand même aussi l'état du patrimoine français. Je vise les facultés, les hôpitaux, tous les bâtiments publics, et notamment qui auraient besoin de rénovation énergétique et de façon urgente. Hein, on voit l'état des facultés, c'est catastrophique, quoi, hein. Donc avec des fenêtres non étanches, avec des toits non isolés, c'est une véritable, je dirais, c'est un véritable gaspillage. Donc je crois aujourd'hui que le chantier, il est vaste, à la fois sur ces intervenants. Il faut avoir confiance sur les intervenants. Je disais que les diagnostiqueurs, ils souffrent, je dirais, d'une période et une profession qui est jeune encore, mais qui doit pouvoir se structurer et s'organiser et se regrouper aussi avec un objectif d'excellence et de performance. Merci. Je vais vous demander de commenter, Fares, ce qui a été échangé, et je vais poser la question à Lionel Causse, qui est toujours avec nous en ligne, justement sur l'impact que peuvent avoir ou les influences ou l'influence politique, à l'instar d'une instabilité politique rarement connue depuis la naissance de la Ve République. C'est vrai qu'aujourd'hui, par rapport à l'échéancier politique, on a connu plusieurs ministres du logement en très peu de temps. Donc c'est que tout à l'heure, quand on parlait de politique générale, peut-être encore, on ne sait pas, mais quand on parlait de politique générale de logement, c'est aussi ça. C'est aussi qu'en fait, avec la succession des ministres et puis aussi le curseur qui est apporté à chacun, ça a engendré une différence dans la politique de logement. Par contre, je voulais juste réagir par rapport à ce que disait Monsieur Quentin tout à l'heure, faut pas parler d'un épiphénomène sur le DPE. Pourquoi ? Aujourd'hui, un DPE à la base est valable de 10 ans. Donc aujourd'hui, quand on parlait tout à l'heure du chiffre du CAE, le CAE disait il y a 3 ans en arrière... C'est quoi le CAE ? Le Conseil économique disait, il y a 3 ans en arrière, le contraire. Il disait que la fraude était massive. Aujourd'hui, un DPE est valable de 10 ans. Ce qu'il faut savoir techniquement, c'est qu'aujourd'hui, on est en 2025. Aujourd'hui, normalement, par arrêté... C'est Valérie Létard qui l'a dit à l'Assemblée nationale.
Vous vous rappelez, avec l'étude Carénov, oui, je crois, qui avait annoncé 1 800 000 DPE. Elle a donné les chiffres dont elle disposait à l'instant T. Exactement. Elle n'a pas dit, moi je fais une parenthèse, que ce chiffre rendait compte de toute la réalité. Moi je crois qu'il faut être beaucoup plus prudent avec ça. Et ce qu'elle a voulu faire, c'est aussi ne pas mettre le feu et donner le sentiment que c'était tous pourris dans la profession de diagnostiqueur. Exactement. Et là, il faut lui rendre cet hommage-là. Il faut à la fois être objectif. Fares a raison. Il ne faut pas se dire c'est rien du tout, parce que les conséquences notamment sont énormes en termes de finances des ménages, etc., de finances publiques, si on accède au prêt à taux zéro ou pas. Bon, il ne faut pas non plus tomber dans le plus total pessimisme qui va donner aux ménages français, aux clients des administrateurs de biens, aux agents immobiliers, l'impression que tout ça c'est un bazar pas possible, et du coup on va pas du tout vouloir faire de travaux, ni même peut-être acheter de logement, parce qu'on va se dire tout ça c'est très flou et je vais attendre que ça se clarifie. Voilà, il faut rouler entre deux bords. C'est pas facile, mais il faut pas se voiler la face. C'est ça. En fait, c'est exactement ça. C'est qu'aujourd'hui, en fait, on a plusieurs textes qui ont été mis successivement les uns à la suite des autres. C'est que par exemple aujourd'hui la validité du DPE, vous le parlez tout à l'heure par rapport au ministre Vargon. Donc en fait, c'est-à-dire qu'il y avait un V1, un V2, un V3. Aujourd'hui, un DPE, on n'a pas changé la validité du DPE. Il est toujours valable 10 ans. Donc il y a des DPE qui ont été faits en 2015, 2016, 2017 sur une très ancienne méthode, aujourd'hui qui sont encore valables. Et qui sont toujours valables. Entre guillemets. Et si c'était refait aujourd'hui, il dirait autre chose. Exactement. Sous-entendu à la transaction, mais il y a eu des arrêtés entre-temps qui disaient que tous les DPE avant 2021 devaient être refaits, etc. Mais ça, les consommateurs, et souvent, les agents immobiliers, normalement, sont censés être au courant, mais les consommateurs, ça, ne savent pas. Donc des fois, quand on dit à quelqu'un, bon, DPE, il est valable jusqu'en 2027, il est plus valable, la personne ne comprend pas, pense que c'est le diagnostiqueur qui veut lui survendre un DPE, alors qu'en fait, compte, les chances n'est plus valable. Donc c'est pour ça qu'en fait, il y a un imbroglio un petit peu sur tous ces arrêtés et tous ces décrets qui ont été pondus successivement, voilà. comme je disais tout à l'heure, parce qu'il fallait réagir aussi. Non, mais c'est le vrai problème. Le problème, c'est qu'on a un rapport qui chasse l'autre. Bah en fait, on est ce qu'on appelle dans l'effet tunnel. 30 rapports, X commissions, aucune coordination, un rétropédalage de l'exécutif, 6 ministres du logement qui ne donnent pas du tout le même discours. Avouez quand même que ça devient compliqué. Parce qu'en fait, il faut se rapprocher du terrain. À la base, certes, la profession est jeune, mais la première chose qu'il faut faire, c'est que, au-delà des chiffres, etc., je le conçois, parce qu'on parle souvent de chiffres pour que ça parle le plus aux Français. Il faut voir la réalité du terrain. Il faut voir ce qui est faisable et ce qui est pas faisable. Aujourd'hui, par exemple, on a rajouté une complexité qui est énorme, qui s'appelle la surface de référence. À l'époque, on prenait une surface habitable pour faire un DPE. Aujourd'hui, on prend une surface de référence. Et cette surface, elle est aléatoire. En fait, une surface de référence, ça veut dire, grosso modo, à l'époque, on avait une surface habitable qui se rapprochait de la surface carrée, pour être honnête. Tout ce qui est en dessous, d'un mètre 80, on prenait pas, et puis on prenait ça dans le logement, dans les pièces chauffées. Aujourd'hui, on peut partir qu'une loggia peut peut-être être chauffée, un garage, dit de bêtises, ou une annexe peut être un jour aménagée en lieu d'habitation avec un radiateur, donc on considère qu'elle est chauffée. Et donc on l'inclut dans la surface. Donc on peut l'inclure dedans. Voilà, donc en fait compte, et ça c'est aussi encore une fois à l'appréciation du diagnostiqueur. Donc il va dire, moi je la loggia, je la mets pas. Donc quand vous enlevez 15, 20, 30 mètres carrés d'une surface habitable sur un DPE, au contraire, soit ça met une note super, soit au contraire ça dégrade une note. Donc, mais c'est dingue. Donc c'est pour ça qu'en fait techniquement il y a eu des choses qui ont été mises en place, c'est ce qu'on appelle moi la fausse bonne idée, c'est qu'en fait compte des fois on se dit tiens ça va être super, mais au final avec les conséquences on se dit on aurait peut-être pas dû le faire, on aurait dû peut-être attendre. Moi je pense qu'aujourd'hui on aurait dû rester sur la surface carrée, qui est pour moi la surface la plus représentative, et aussi sur ces politiques où on doit demander d'abord l'avis au diagnostiqueur. Parce qu'en fait aujourd'hui c'est un métier de terrain. Aujourd'hui quand on va voir un artisan, un plombier, un chauffagiste, il installe sa chaudière, il met ses tuyaux comme il l'entend, aussi parce qu'il doit respecter cette norme. Quand Henri dit que c'est un marché de reconversion professionnelle. Alors ça, je suis tout à fait d'accord. Aujourd'hui, c'est pas un marché qui attire les jeunes, quoi. Aujourd'hui, pas grand-chose. Ça commence un petit peu. Ça commence un petit peu, mais en fait, il faut mieux les amener. Moi, je viens d'un cursus génie civil. On était 6 dans une classe, en génie énergétique et génie climatique. Donc, en fait, je vous parle ça les années 2000. Donc, en fait, c'est pour ça que ça séduisait pas beaucoup. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, il faut. Et puis après, le métier est moins pénible. Faut être honnête. Un métier de diagnostiqueur ou dans un bureau d'études, il n'y a pas cette pénibilité du métier du bâtiment classique qu'on connaît, d'aller dans la rue, dans le froid, etc. Donc ça séduit les jeunes, mais c'est vrai que ça, à la base, c'est vraiment un métier de reconversion. Par contre, je reprends tout à l'heure aussi les propos de Luc. Oui, c'est 3 mois à minima
parce que ce sont les jours minimums qui sont liés par arrêté. Par contre, rien n'empêche aussi après de faire une formation terrain, etc., un peu plus poussée, où souvent il y a des personnes qui prennent les gens en apprentissage, etc., qui font des conventions entre eux. Par contre, aujourd'hui, c'est un métier de reconversion, on n'a pas le choix, parce qu'il faut massifier. Il faut être honnête, on parle de massification. C'est un métier qui est en tension. Aujourd'hui, il y a quasiment 8 à 9 000 offres d'emploi qui sont déposées pour les diagnostiqueurs immobiliers. Il n'y a même pas 2000 à 2500 candidats qui sont mis en place sur le portail de Pôle emploi. Donc en fait, c'est un métier qui est en tension. On parlait tout à l'heure de calendrier, c'est ça. C'est qu'aujourd'hui, on a mis des échéances, on a mis des lettres à diagnostiquer, etc. Donc maintenant, il faut répondre aux besoins du marché. Et c'est vrai que le circuit long et le circuit court peuvent se rejoindre à un moment donné. Parce qu'aujourd'hui, on a besoin de personnes, donc on va massifier. Rien n'est parfait. Par contre, ceux qui vont arriver par la racine, ils vont se cadrer et ils vont accompagner. Parce qu'en fait, il y a une montée en compétences aussi, vu qu'il y a des contrôles, diagnostiqueurs et contrôler toutes les peurs, etc. Moi, je crois aux deux filières. Moi, je crois à la filière de la reconversion. 100 fois d'accord. Voilà. Il faut améliorer le circuit court. Il y a quelques curseurs sur lesquels il faut jouer. Ça fera partie du rapport, puisque la ministre avait élargi ma mission aussi aux formations de reconversion. Les deux doivent cohabiter. Et moi, je crois beaucoup à la reconversion. Alors, par philosophie, je dirais, que ce soit dans l'immobilier, pour faire des gestionnaires de copropriété, ou que ce soit dans le diag, ça donne de très bons résultats. Mais il faut que le crible par lequel on fait passer les hommes ou les femmes soit assez exigeant, rigoureux, et sans doute un peu plus long qu'il ne l'est aujourd'hui. C'est tout à fait vrai. Beaucoup rallongent et complètent leur formation parce qu'ils voient bien qu'ils ne sont pas assez musclés. Exactement. Aujourd'hui, on voit qu'en fait, vu que ce sont que des délais minimums. En fait, quand le ministère il sort les arrêtés, c'est qu'on parle de délais minimum. C'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui, par contre, après, il faut être honnête, par rapport à un cursus classique, c'est technico-technique, en fait. Quand vous allez faire une semaine de formation en diagnostic électricité, la norme, excusez-moi du terme, vous allez en manger. C'est des mécaniciens. Voilà. C'est forme des mécaniciens. Vous allez en manger de la norme, donc vous allez vraiment être bien formé sur cette norme-là. Par contre, après, bien sûr que rien ne remplace la pratique. Moi, je prends l'exemple toujours du permis de conduire. Vous sortez de l'auto-école avec 20 heures. Est-ce que vous savez rouler avec 20 heures de conduite ? Absolument pas. Pourtant, vous avez le permis, et si vous faites un accident, vous fauchez des gens, vous tuez des gens. On a aussi un responsable. Moi, je prends toujours cet exemple-là. Donc c'est pour ça. Voilà, c'est pour ça qu'il faut faire son expérience. Il faut, comme on dit, rouler petit à petit, et surtout ne pas avoir peur d'être encadré. On s'approche bientôt de la fin de l'émission, mais je voudrais qu'on fasse un grand tour de table justement sur ces sujets-là, et notamment les défis qui attendent les diagnostiqueurs dans la profession pour essayer on va dire, de rester sur une note résolument positive. Avec vous, Lionel Causse, homme politique que vous êtes, objectivement, quel pouvoir a encore le politique dans notre pays pour essayer d'amener sur ce sujet que vous maîtrisez particulièrement suffisamment d'influence pour organiser sereinement cette profession ? Sur quoi vous vous êtes basé, vous ? Est-ce que vous êtes favorable à un ordre ? Est-ce que vous renforceriez éventuellement également les capacités de formation avec des diplômes minimum, des conditions de capacité, mais également des tarifs pratiqués dans le métier pour ceux qui font du DPE, qui leur permettraient de vivre décemment? Notre responsabilité est très importante, puisqu'il s'agit d'une politique publique. Qui dit politique publique, il dit forcément un engagement du politique, quel qu'il soit. Donc c'est la raison pour laquelle, avec beaucoup de mes collègues d'ailleurs, et les différents ministres, vous en avez parlé, même s'il y a une instabilité, il y a une volonté d'avancer et d'écrire cette trajectoire. Puisque de toute façon, comme l'a dit le président Louis Quentin, le chantier il est vaste, il est immense, mais nous avons aussi 25 ans devant nous. Nous avons aussi du temps pour avancer et arriver à construire justement cet enjeu qui en 2050 nous permettra de connaître l'état exact et réel et en temps réel, je dirais, de chaque bâtiment et de chaque logement. Donc ça, c'est important. Ensuite, pour revenir sur moi, il y a 4 chantiers qui me semblent importants et essentiels autour de cette profession. Il y a tout d'abord la stabilisation du DPE, vous en avez parlé. Moi, je trouve que c'est assez insupportable pour un député d'avoir de nouveaux DPE qui sortent du gouvernement et ensuite de voir la profession qui nous dit on n'a pas été associé, nous manque ci, ça va pas, etc. Donc il va falloir un moment ou un autre que quand même entre les services de l'État et les professionnels, on arrive à stabiliser le DPE, même si demain progressivement il faudra y intégrer peut-être de nouvelles choses. En tout cas, c'est important aujourd'hui d'avoir un DPE qui soit consensuel. 2, il
il faut organiser effectivement la profession et tous les satellites. Quand j'ai les satellites, vous avez parlé, c'est bien sûr les agents immobiliers, ce sont les donneurs d'ordre, ce sont éventuellement les notaires. C'est un petit peu ce que j'ai mis dans le rapport, le travail, parce que c'est pas un rapport, mais le travail que j'ai pu réaliser au mois de juillet. Nous aurons d'ailleurs un rapport qui va sortir prochainement de mon collègue Daniel Labaronne, qui viendra aussi apporter des réponses et des solutions. Donc oui, moi je pense que c'est une profession d'avenir, c'est une profession qui est essentielle, importante. Il va falloir qu'elle s'organise, c'est ce que j'ai dit dans mon rapport. Je ne sais pas sous quel temps, je ne crois pas à la mise en place en tout cas d'un ordre dans les semaines et les mois qui viennent, parce que je pense que d'abord il faut que l'État prenne ses responsabilités en matière de formation, comme ça l'a été dit par Henri Buzicazo. Il faut qu'on avance là-dessus et il faut qu'on avance effectivement sur tous les enjeux de stabilisation, et donc il y a quand même un travail préalable à mener avec la profession pour pouvoir ensuite voir comment on l'organise à travers les fédérations existantes ou les fédérations ordre. Bon voilà, tout ça est sur la table, mais de toute façon ça ne peut pas se faire sans les professionnels. C'est très clair. J'ai dit, là, pour imposer une organisation, ça servirait à rien. Il faut le faire avec les professionnels. Ensuite, nous avons un enjeu de financement. Donc, ça a été évoqué avec des solutions très innovantes comme celle de Sofinco, comme l'a dit Laurent Permas, mais d'autres solutions qui existent aussi. Donc, il faut qu'on massifie ces solutions et qu'on avance encore plus vite avec tous les acteurs. Et puis, bien sûr, un enjeu qui me semble important, c'est tout ce qui tourne autour de la fraude. C'est la raison pour laquelle, avec mon ancienne collègue, Marjolaine Ménier-Hilfer, nous lançons l'association Stop Fraude pour aussi montrer que tous les acteurs, toute la profession s'organisent, qu'elle travaille collectivement contre la fraude, parce que ce qu'a dit Daniel Dubrac est vrai. Vous détectez les uns et les autres des sujets de fraude, des circuits de fraude. Maintenant, ce qu'il faut, c'est arriver à les mutualiser, à échanger entre nous et apporter des réponses collectives pour lutter. Parce que lorsque l'on met de l'argent public ou privé à travers les C2E ou MaPrimeRénov', il est important que chaque euro investi dans la rénovation soit utilisé avec les objectifs qui lui sont fixés. On n'a plus le droit, vu que les financements, en tout cas des aides et subventions, ne seront pas aussi importantes que ce qu'on pourrait l'espérer. Mais c'est comme ça. Voilà, donc il faut en tout cas qu'elle se soit bien utilisée. Mais par contre, je crois que nous avons besoin quand même d'aide et de subventions, qu'elles soient d'État, à travers C2E ou de collectivités territoriales, parce que je l'ai dit, c'est un sujet de politique publique, c'est une politique publique qu'il faut mener. Et quand on mène des politiques publiques, il ne faut pas avoir honte ni peur aussi d'y mettre de l'argent public. Je pense que c'est important et c'est essentiel. Ben là, il faut le mesurer, il faut l'évaluer à la hauteur qui soit raisonnable. Merci beaucoup pour cette intervention. Loïc Quentin. Bon, je dirais que moi j'ai confiance dans l'avenir, sur une profession qui va se structurer parce qu'elle a compris bien évidemment l'enjeu. Alors même si on pourrait dire le DPE, ton univers impitoyable, mais je crois qu'il faut se nourrir de tous ces combats et je pense que nous allons dans le bon sens. Ce qui manque, bien évidemment, je dirais à cet environnement, c'est le financement. Je crois que c'est le nerf de la guerre et nos dettes de 3500 milliards ne favorisera pas. Je regardais ce qui s'est passé dans deux autres pays d'Europe, notamment l'Italie avait mis en place un dispositif d'incitation en ayant permis la déduction des travaux de rénovation énergétique du revenu global des Français. Ça a été un succès incroyable. Il ont fallu qu'ils l'arrêtent, bien évidemment, l'opération, et ils ont suspendu cette possibilité. Ça a duré 18 mois, mais ça a eu un effet d'un booster incroyable sur la rénovation énergétique en Italie. Preuve qu'aujourd'hui, si la rénovation énergétique, c'est un problème de finances, à la fois pour les Français et pour l'État. Donc, il ne faut pas se voiler la face, mais il faut poursuivre dans cette voie engagée qui n'est pas simple. Mais je dirais que, de toute façon, qui est un travail aussi à tâtons, à petits pas. Je me souviens quand même, le DPE, dans sa version d'origine en juin 2021, avait fait l'objet de 14 allers-retours pour la nécessité de trouver un algorithme d'équilibre par rapport au marché, notamment pour pouvoir qu'il soit appliqué nouvelle version climat-résilience. Et ce qui veut dire qu'aujourd'hui, que nous n'en sommes aussi qu'au début, il y aura des améliorations et des allers-retours à faire, et on ne peut pas accuser notamment des révisions, comme on l'a fait sur le coefficient de pondération électrique. C'était une révision qui était nécessaire, et je pense qu'il y en aura d'autres. Je crois que tout en veillant à atteindre les objectifs qui nous sont fixés jusqu'en 2050 de décarbonation du parc. Merci beaucoup Loïc Quentin. Henri Buzicazo. Deux choses sur les aides publiques. Pour conclure, je vais nuancer un peu. Je crois quand même qu'il va aussi falloir que les Français qui ne sont pas dans le besoin d'aide publique,
Bien sûr, ceux qui en ont besoin, il faut les aider. L'État est là pour ça ou les collectivités locales. Les autres, étant donné l'état des finances publiques, ils ne doivent pas dire, puisque c'est une politique publique, on m'oblige à faire ceci ou cela, à ce moment-là qu'on me donne l'argent. On croit trop à ça dans notre pays. Il y a une politique publique de santé, bien sûr, il faut que la santé soit gratuite. Il y a une politique qui oblige à se former, eh bien il faut que la formation soit gratuite. Ça ne marche plus. Bon, ça a peut-être marché un peu trop longtemps. C'est la fin de l'État-providence. Ça veut dire que des innovateurs comme Laurent Permas, et en effet Lionel en évoquait d'autres, il y en a beaucoup d'autres, qui cherchent des solutions privées, la Banque de la Rénovation, et tout le travail qu'a pu faire Daniel d'ailleurs sur ce sujet avec le président de Procivis, concourt à ça. Trouver des solutions privées ou semi-publiques, et puis faire appel à l'épargne des ménages. Quand il s'agit d'améliorer mon logement dans ma copropriété et que j'ai des revenus normaux, mais pourquoi n'irais-je pas chercher dans mon épargne, dans ma capacité d'emprunt privé, avant d'attendre que l'État m'apporte de l'argent qui vient de moi, de mes impôts. Donc moi j'ai un problème avec ça, je crois qu'il va falloir qu'on le réalise. Loïc a raison, et Daniel aussi, aider tous ceux qui ont besoin de l'aide, et tant qu'on pourra faire un peu plus, tant mieux, mais on est au bout du bout, me semble-t-il. Voilà. Donc je pense qu'il faut ne pas tout attendre des pouvoirs publics pour mener à bien cette politique. Quand est-ce que vous remettez votre rapport ? Alors, je vais le remettre à Vincent Jeanbrun. Et c'est vrai que, un petit peu comme à l'armée, j'ai attendu le contre-ordre. J'attendais de voir si c'est stabilisé. Et c'est prévu pour je dirais dans les 10 jours. Et alors, je ne connais pas l'échéance de Daniel Labaronne. Peut-être que Lionel la connaît. Je pense qu'elle sera à peu près comparable. Est-ce que je peux vous demander, en amitié... La réponse est oui. Merci. Parce que je vois venir la question. Est-ce qu'on sera les premiers Oui. On sera les premiers. Bien sûr. J'ai tous les témoins et les grands patrons de syndicats qui sont avec moi. Nous aurons donc la primeur avec le député Labaronne du décryptage de votre rapport. Merci, ça nous honore. Merci de nous C'est mérité, merci Sylvain. Merci. Daniel Dubrac. Très rapidement, tout simplement, échanger encore sur les pratiques. Comme le DPE a beaucoup évolué au début, sur le DPE individuel, quand il est devenu opposable, etc., en juin 2021, on a travaillé avec une fédération, c'était la FIDI. Là, je pense que, compte tenu de l'évolution, il faut peut-être qu'on travaille aussi avec les fédérations sur qu'est-ce qui va pas, parce qu'il y a des conseils dans ce DPE individuel ou bâtiment, il y a des conseils de travaux. Et donc ça, c'est important de savoir après comment on met en œuvre ces travaux. Je dois quand même dire sur Clameur, un quart des logements EFG, il y a des DPE, 93%. Jason, notre super Jason, si on peut faire un focus, on va le mettre sur l'émission en infographie, c'est vachement bien fait. On peut commenter peut-être d'ailleurs, c'est vachement intéressant. Tout simplement pour vous dire, il y a des baux courus qui sont dans un observatoire de C'est quoi un bail couru ? C'est un bail en cours. Voilà. Tout bêtement. Pardon, désolé. Il court vite, mais il y a un quart de ces baux courus qui sont EFG. Donc c'est énorme. Il y a 1 million de data, c'est énorme. Dingue. Après, effectivement, est-ce que c'est des DPE vieille formule ou pas ? Ça, il faudra regarder. Je n'ai pas la réponse. Donc l'enjeu est important. Donc il faut massifier. Pour massifier, il faut du financement. Il y a la Banque de la Rénovation, on en a parlé. Mais il y a aussi quelque chose qui est très important pour le client final. C'est est-ce que j'ai bien mis mon argent au bon moment sur ces travaux-là ? Et donc il y a aussi la garantie de l'efficacité des travaux réalisés qui doit embarquer aussi dans ces travaux de rénovation énergétique. Extrêmement clair. Merci, c'est un vrai plaisir de vous avoir. Fares Moeb. Pour conclure, c'est pareil. Moi, je pense qu'il faut rester sur cet esprit de cette table ronde-là, de ce débat-là. Il faut qu'aujourd'hui, tous les acteurs travaillent ensemble. Aujourd'hui, vous le disiez tout à l'heure, les politiques ont beaucoup changé, mais les acteurs sont toujours les mêmes. Donc je pense qu'il faut essayer aussi d'inverser un peu le socle. C'est-à-dire qu'en fait, il faut plutôt dire, sans commander le ministre du Logement, mais dire, voilà, j'ai des acteurs aujourd'hui qui sont là depuis 10 ans, 15 ans ou 20 ans, qui sont présents ici, qui connaissent la réalité du terrain. Qu'est-ce qu'ils peuvent m'apporter, eux, avec leur expertise leur expertise et puis leur expérience, à dire, on va leur faire gagner du temps. En fait, quand on parlait tout à l'heure d'aller-retour, du DPE, de ci, de ça. C'est ce qu'a fait Valérie Létard, d'ailleurs. Voilà, Valérie Létard, exactement. Absolument. Elle a dit, voilà, à un moment donné, qu'est-ce qui ne va pas ? Je vais me retourner sur ce qui ne va pas, je vais écouter. Et a priori, Vincent Jeanbrun a le même mindset, a priori, le même état d'esprit. C'est un élu de terrain, je pense qu'il partage avec Valérie Létard le pragmatisme. Oui, voilà. Tout à fait. Donc au final, c'est aidez-moi à vous aider. Voilà, c'est tout ce qu'il nous faut, c'est-à-dire nous, on va apporter des solutions, après, à prendre ou à laisser. Mais c'est vrai que pour parler tout à l'heure de rénovation, c'est exactement ça. C'est qu'aujourd'hui,
on peut plus attendre tout est gratuit, tout est offert et tout arrive sur un plateau. Il faut absolument que aujourd'hui les ménages comprennent qu'il faut mobiliser soit de l'épargne, soit faire des levées via des emprunts à la conso, à la rénovation aussi. Et comme le disait très justement Daniel Dubrac, une coordination globale des acteurs du diagnostic, organisation, pour essayer de parler d'une même voix. Je pense que c'est aussi extrêmement important. Merci Fares Moeb. Xavier Belbeau, rapidement. Il y a beaucoup de choses qui ont été dites. Je pense que déjà, en réalité, c'est chacun son métier. Quand tu as mal aux dents, tu vas tout simplement, tu vas pas chez un plombier ou tu vas pas chez un généraliste, tu vas chez le dentiste. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, cette table qui se sont appliqués. Exactement. le deuxième point, un peu plus global, je reviendrai sur le client final. En réalité, je pense qu'aujourd'hui, on a plus que jamais de besoin des diagnostiqueurs comme d'autres professions autour de l'immobilier. Et tout simplement, c'est de faire comprendre à notre client final, parce qu'on parlait des fraudes tout à l'heure, et je serais curieux de voir, je ne pense pas forcément que les plus grandes fraudes viennent des agents immobiliers aujourd'hui, de la profession immobilière. C'est aussi de se dire que le client, on doit lui faire comprendre que de passer par un professionnel de l'immobilier pour l'accompagner sur l'ensemble de ses services, c'est la priorité aujourd'hui. C'est une priorité, c'est un métier qu'on travaille avec passion, on est obligé de se former. Alors comme disait Loïc, peut-être pas assez, mais en tout cas, on s'évertue à le faire au quotidien, et je pense que ça, c'est un peu le point important. Et après, par exemple, en immobilier d'entreprise, quand vous faites une session d'entreprise, vous avez des bureaux de contrôle. Les bureaux de contrôle, il y a des diagnostics très précis qui vous disent ce qui doit être fait, pas fait. Et je pense que dans l'immobilier, en tout cas, et notamment vis-à-vis des diagnostiqueurs, on doit arriver à cela, et avec les sanctions. Quelles sanctions derrière? Et les sanctions, je le disais tout à l'heure, on ne doit pas faiblir. Et le dernier point, moi j'ai fait 10 ans de franchise, 10 ans de coopérative, c'est on ne peut pas créer des éléments sans les personnes du terrain, et vous l'avez un peu tous dit, c'est-à-dire qu'on doit s'entourer des personnes, et peu importe leur étiquette. C'est-à-dire qu'à un moment, on doit être là pour s'unir autour de notre passion qui est l'immobilier. C'est très clair. Merci beaucoup à tous les 4 ou les 5. Je crois que Laurent Permas est parti aussi. Il est parti, Laurent Permas? Je suis là. Oui, Laurent Permas. Voilà, je ne vous oublie pas pour la conclusion rapide, puisque vous êtes notre fidèle chroniqueur et le spécialiste de la rénovation. Si je vous demandais, résumer en moins d'une minute, la ligne directrice que vous êtes fixée, vous diriez quoi? Simplifier les messages pour tout simplement pour les Français, qui comprennent quand même pas grand-chose. Eux, ce qu'ils attendent, c'est ils ont investi pendant des années, pendant plusieurs dizaines d'années, dans leur logement, avec un prêt immobilier pour les propriétaires. Il faut impérativement leur expliquer que lorsqu'on fait un DPE ou un audit énergétique, c'est un vrai diagnostic. Il est fait par un professionnel, et il va donner aussi une stratégie pour pouvoir diminuer les factures d'énergie, parce que c'est aussi un sujet. Si vous voulez, lorsque vous êtes consommateur, vous avez une promesse, et aujourd'hui cette promesse elle est floue, et la promesse est aussi floue sur les aides. Et puis je crois qu'il faut aussi tordre le cou à l'idée du pré-consommation. Lorsqu'on emprunte pour investir dans son logement, ce n'est pas de la consommation. Et c'est un arbitrage à faire aussi avec son épargne. Est-ce que je conserve mon épargne, ou au contraire j'emprunte comme pour acheter une maison, pour faire des travaux? Ça, c'est une stratégie de conseil. Voilà. Merci. Et valoriser son patrimoine personnel. Voilà. Et une valorisation. Exactement. J'aime beaucoup l'approche patrimoniale de Laurent Permas. Merci beaucoup, Laurent Permas. Je rappelle que vous êtes directeur éco-transition chez Sofinco. Un immense merci à Loïc Quentin, président de la FNAIM depuis sa Bretagne, qui est en duplex avec nous. Merci, le président, d'être passé sur le plateau. Vous répondez toujours présent à notre appel. Merci. Et également à Henri Buzicazo d'avoir participé à cette émission. Vous restez avec nous, Henri Buzicazo, pour la deuxième partie de l'émission. Je rappelle que vous êtes le président de l'Institut des managements de services immobiliers. Un immense merci à Daniel Dubrac d'être venu sur le plateau. Merci. La présidente de l'UNIS, très engagée dans ces processus, avec de gros travaux extrêmement intéressants. Beaucoup d'échanges. Habillé de vert aujourd'hui. Voilà. On est green à l'UNIS. Merci en tout cas. Un immense merci à vous, Fares Moeb, vice-président de l'association FedExpert France et Europe. Et enfin, merci Xavier Belbeau. Vous êtes le patron, directeur général de WeInvest France. Ça se passe plutôt bien. Vous avez fait un très bon rent. En tout cas, une chose est sûre, c'est qu'on a comme vous le disiez d'ailleurs, Fares, on a toutes les informations. Il suffit que les politiques les mettent en œuvre. Et bien évidemment, un immense merci également au député des Landes, Lionel Causse, qui est avec nous en duplex, qui a accepté de participer à cette émission. Merci Lionel Causse.
Merci à vous. Merci beaucoup. Voilà, je rappelle que vous êtes très très engagé sur les questions du logement et que vous répondez toujours sans détour aux questions et vous répondez également à toutes nos invitations. Un immense merci à vous. On n'a pas pu avoir le député Labaronne, on l'a sollicité, mais on était un peu short en termes de timing. Mais avec Henri Buzicazo, puisqu'on aura le scoop de la remise en rapport, on est certain, avec mon cher Fares, d'avoir Henri et Daniel Labaronne, qui est un très bon député, qui est toujours très à l'écoute sur le plateau. Voilà, deuxième partie d'émission à venir. Je vous propose une démarche extrêmement intéressante. On a parlé beaucoup politique, on a parlé des rapports et de ce qu'il faudrait peut-être faire pour améliorer l'expérience autour de la rénovation énergétique. Et ben moi, ce que je vous propose, c'est qu'on va écouter ceux qui sont sur le terrain tous les jours. On va recevoir Simon Chicot et Denis Potvin avec vous, Fares Moeb, également avec vous, Henri Buzicazo, pour leur demander aussi leur vision pragmatique du terrain. On se retrouve tout de suite après. Les défis de la transition énergétique, une émission proposée par FedExpert. À réécouter et télécharger sur le site et appli de Radio.imo et sur toutes les plateformes de streaming.